Salut à tous et bienvenue au bord du jeu. Aujourd'hui, je vais vous parler des règles du jeu X-Wing. La première étape avant de débuter une partie est de créer un escadron. Pour ça, il faut d'abord vous mettre d'accord sur le nombre de points à jouer avec votre adversaire. Une partie standard se joue généralement à 100 points. Cependant, avec la boîte de base, les parties se jouent plutôt entre 25 et 35 points. Voyons maintenant en détail les caractéristiques des vaisseaux. En premier lieu, en haut au centre est indiqué le nom du pilote et le nom de son vaisseau. Nous avons ensuite en orange la valeur de pilotage. Plus cette valeur est basse, plus le pilote se déplacera tôt en phase de mouvement. Mais il sera aussi parmi les derniers à tirer en phase de combat. Inversement, une valeur de pilotage plus élevée permet de se déplacer plus tard et de tirer avant les autres. En cas d'égalité de valeur de pilotage au sein de l'escadron d'un même joueur, c'est le joueur qui choisira dans quel ordre les vaisseaux agiront. Si la valeur de pilotage est égale entre les deux joueurs, c'est le joueur ayant l'initiative qui agira en premier et qui tirera en premier. L'information suivante est la valeur en rouge qui indique la valeur d'attaque de l'arme principale du vaisseau. Puis en vert, la valeur d'agilité qui permet au vaisseau de se défendre. En jaune, ce sont les points de coque. Ceci représente la durabilité du vaisseau. Si les points de coque tombent à 0, le vaisseau est détruit. Enfin, en bleu, est indiquée la valeur de bouclier. Les boucliers augmentant la durée de vie des vaisseaux. Puis nous avons la barre d'action. Chaque action ayant un bénéfice différent les unes des autres. Plus bas, nous avons la barre d'amélioration qui indique de quel type d'amélioration peut s'équiper le vaisseau. Puis en bas à droite est indiqué le coût du vaisseau. C'est cette information qui sera importante lors de la création de l'escadron. Enfin, la dernière information disponible sur ces cartes sont les capacités de pilote. En effet, certains pilotes ont des capacités spéciales, tel que Luke qui est capable de transformer une phase concentration en une esquive lorsqu'il se défend. Parmi les vaisseaux disponibles dans la boîte de base, il y a 4 types d'actions. La plus commune étant la concentration, celle-ci pouvant servir autant à la défense qu'à l'attaque. Afin de représenter un pilote concentré, on pose simplement un jeton concentration à côté du vaisseau. Lors d'une attaque, si j'obtiens des phases concentration sur un résultat B, je peux défausser le jeton concentration pour transformer toutes les phases concentration sur une phase dégâts. Le même principe s'applique à la défense. Si j'ai une phase concentration et que j'ai toujours mon jeton de concentration, je peux le dépenser pour transformer les concentrations en une esquive. La seconde action est le verrouillage de cible. Cette action est purement offensive. Pour l'utiliser, il faut d'abord désigner une cible. Si celle-ci est à portée 3 ou moins du vaisseau, et ce à 360 degrés, le verrouillage se met en place. Pour le représenter, je choisis une paire de jetons verrouillage de cible, dont je mets le premier jeton bleu sur le vaisseau ayant fait l'action, et le jeton rouge sur le vaisseau ciblé. Lors de la phase de combat, je pourrai dépenser l'acquisition de cible pour relancer autant de dés que je désire, et tenter d'améliorer mon résultat. L'action suivante est l'action de tonneau. Elle permet à un vaisseau d'effectuer un mouvement supplémentaire sur sa gauche ou sa droite. Pour effectuer cette action, je prends le gabarit de vitesse 1 tout droit, je déclare de quel côté le tonneau sera fait, puis je pose le marqueur de ce côté, collé au socle du vaisseau, sans pour autant le dépasser. Une fois ce positionnement choisi, je place le vaisseau de l'autre côté, sans pour autant dépasser le socle de ce vaisseau. Le tonneau est maintenant terminé. Un tonneau est cependant annulé si jamais celui-ci l'amène à chevaucher un autre vaisseau, comme par exemple si jamais le chasseur taille tentait un tonneau sur sa gauche. Cela le forcerait à chevaucher le X-Wing, ce qui l'empêche de faire cette action. L'action est annulée et le chasseur taille peut choisir une autre action ou tenter un tonneau de l'autre côté. La même restriction s'impose aux obstacles tels que les astéroïdes. Si jamais le tonneau passe sur un astéroïde ou si le vaisseau termine sur l'astéroïde, l'action est annulée, forçant le vaisseau à choisir une autre action. La dernière action est l'esquive, qui est purement défensive. Quand un vaisseau prend cette action, je pose le marqueur d'esquive à côté du vaisseau. Lorsque ce vaisseau défendra face à une attaque, il pourra se défausser de son jeton esquive pour ajouter un résultat d'esquive à son jet, permettant de limiter les dégâts. Attention cependant, car chaque vaisseau ne peut effectuer chaque action qu'une seule fois. Certains effets de jeu permettant de faire des actions gratuites, il est important de bien garder en mémoire qu'elles ne pourront pas être effectuées plusieurs fois. Enfin, la dernière particularité des vaisseaux, c'est leur roue de manœuvre.
Elle est unique pour chaque type de vaisseau, toutes les manœuvres n'étant pas disponibles pour tous les vaisseaux. Certains étant plus manœuvrables que d'autres ou certains étant plus lents. Le X-Wing est par exemple incapable de faire un virage serré à vitesse 1, tandis que le TIE, lui, le peut. Parmi toutes ces manœuvres, il y en a une un peu spéciale appelée le virage Koyogramme. Il s'agit simplement d'un demi-tour. Pour l'effectuer, après avoir choisi cette manœuvre sur son cadran, on récupère le gabarit correspondant, on déplace le vaisseau de l'autre côté en lui faisant faire un demi-tour. Cependant, certaines manœuvres sont plus compliquées que d'autres à réaliser, ceci étant représenté par la couleur des manettes. Les manœuvres blanches n'apportent ni bonus ni malus lors du mouvement du vaisseau. Une manœuvre rouge, telle que le demi-tour, apporte un jeton stress. Le jeton stress empêche le pilote d'effectuer une action. De plus, un pilote stressé ne pourra plus faire d'autres manœuvres rouges. Si jamais une manœuvre rouge est assignée à un vaisseau stressé, dans ce cas, la manœuvre qu'il effectuera sera remplacée par un 2 tout droit. Enfin, effectuer une manœuvre verte permet de retirer un marqueur stress. Un dernier point, quand une manœuvre oblige un vaisseau à chevaucher un autre vaisseau, comme ici par exemple, le vaisseau doit reculer le long du gabarit jusqu'à pouvoir se poser sur la table. Un vaisseau qui en chevauche un autre lors de la phase de mouvement l'empêche d'effectuer une action. De plus, deux vaisseaux au contact socle à socle ne pourront pas se tirer dessus lors de la prochaine phase de combat. Mais ils pourront toujours tirer sur d'autres vaisseaux selon les règles normales. Parlons maintenant des équipements. Chaque vaisseau peut être personnalisé grâce aux équipements qui leur apporteront divers bonus. Nous avons tout d'abord les talons d'élite, dont seuls certains pilotes peuvent s'équiper. Il y a ensuite les astromechs, tels que R2-D2, ou encore les armes secondaires, telles que les torpilles à protons. Pour savoir si un vaisseau est compatible avec un équipement, il faut comparer l'icône de l'équipement en question avec le bandeau d'amélioration du vaisseau. Chaque amélioration prend une icône de son type. Impossible par exemple d'équiper deux astromechs sur un X-Wing. La torpille à protons est un équipement un peu particulier. En plus de ses règles spéciales, elle possède des contraintes pour pouvoir être tirée. Premièrement, sa valeur d'attaque est de 4, permettant donc un jet de 4D. Ensuite, il y a une contrainte sur la portée de tir. Une torpille ne peut être tirée que si l'adversaire est situé à portée 2 ou 3. Enfin, le vaisseau ciblé doit aussi avoir été précédemment verrouillé afin de pouvoir tirer cette torpille. Un dernier détail concernant les cartes d'équipement ainsi que les pilotes. Certains sont uniques et ne peuvent être présents dans un escadron qu'une seule fois. Il est logique que Luke Skywalker ne puisse pas être en train de piloter son X-Wing tout en étant le canonnier du Faucon Millenium. Les cartes uniques sont signalées par un petit point devant le nom de la carte équipement ou devant le nom du pilote. Vous saurez ainsi s'il est unique ou non. Voyons maintenant la mise en place du terrain de jeu. Pour commencer, il faut déterminer quel joueur a l'initiative. Le joueur ayant l'escadron valant le moins de points choisira qui est le joueur ayant l'initiative. S'il y a une égalité, le joueur ayant le choix de l'initiative sera déterminé au hasard. Il faut ensuite préparer une zone de jeu. Celle-ci est un carré de 90 cm de côté. Les deux joueurs la rempliront à tour de rôle avec les astéroïdes. Ceux-ci ne peuvent pas être posés à une portée inférieure à 2 d'un bord de table. Chaque astéroïde devant être posé à une portée de 1 minimum les uns des autres. De plus, c'est le joueur ayant l'initiative qui posera le premier astéroïde. Les astéroïdes peuvent avoir divers impacts sur la partie. Premièrement, si le tir d'une attaque passe au travers d'un astéroïde, le défenseur aura droit à un dé d'agilité supplémentaire. Deuxièmement, en phase de mouvement, si le gabarit de manœuvre d'un vaisseau chevauche un astéroïde, le vaisseau lancera un dé d'attaque et subira le dégât indiqué par le dé. De plus, il ne pourra pas effectuer d'action ce tour-ci. Dernier cas, si le socle du vaisseau, après son mouvement, chevauche en partie ou intégralement l'astéroïde, il devra lancer un dé d'attaque et subir le dégât le cas échéant. Il perdra son action, mais il perdra aussi l'opportunité de tirer à la prochaine phase de combat. Avant de commencer la partie, il vous faudra préparer vos vaisseaux. Récupérez autant de socles que vous jouez de vaisseaux, récupérez les cartons d'identification de vos vaisseaux, en faisant bien attention à choisir la bonne face, qui donne les informations générales du vaisseau et de son pilote, et mettez ce carton sur le socle. Montez ensuite la tige dans le vaisseau, et posez le vaisseau sur son socle,
en prenant bien garde que l'arc de tir soit bien sur la face avant du vaisseau. Enfin, chaque joueur va pouvoir déployer ses vaisseaux le long de sa zone de jeu jusqu'à une portée de 1. Les vaisseaux sont placés sur le plateau par ordre d'initiative en commençant par la valeur d'initiative la plus faible. J'ai ici 2 vaisseaux impériaux de valeur de pilotage 1 et 5 et un vaisseau rebelle de valeur de pilotage 4. Le premier à placer son vaisseau sera donc le joueur impérial avec son chasseur de valeur pilotage 1. Il pourra le placer le long de son bord de table jusqu'à une portée de 1. Ce sera ensuite au joueur rebelle de placer son vaisseau. Il place donc son vaisseau de son bord de table. Puis le joueur impérial placera son dernier vaisseau ayant la valeur de pilotage la plus élevée. Je vais maintenant faire un exemple de tour de jeu en incluant les dernières subtilités des règles. J'en ai déjà parlé dans ma vidéo précédente, cependant je vais rentrer dans les règles plus en détail. Chaque tour de jeu est divisé en 4 phases, la première étant la phase de préparation. C'est durant cette phase que chaque joueur va assigner une roue de manœuvre à chacun de ses vaisseaux. Lors d'un tour précédent, mon X-Wing a été stressé. Si je veux pouvoir faire une action lors de ce tour, il va falloir que je fasse une manœuvre verte. C'est une information importante que mon adversaire pourra utiliser contre moi, puisque mes mouvements seront beaucoup plus prévisibles si jamais je veux déstresser mon pilote. Chaque joueur assigne donc une roue de manœuvre à chacun de ses vaisseaux, de manière cachée, et une fois que toutes les roues de manœuvre sont assignées, on peut passer à la deuxième phase de jeu, la phase d'activation. Durant cette phase, chaque vaisseau va se déplacer l'un après l'autre. Le vaisseau ayant la valeur de pilotage la plus basse va s'activer en premier. Il s'agit du pilote de l'académie. Je vais donc révéler sa manœuvre. C'est un demi-tour à vitesse 3. Je récupère le gabarit de ligne droite de vitesse 3. Je déplace le vaisseau à l'autre bout et je lui ajoute un marqueur de stress, puisqu'il s'agissait d'une manœuvre rouge. Une fois le mouvement effectué, le vaisseau peut choisir de faire une action. Étant stressé, cela est impossible. C'est donc le vaisseau suivant qui va s'activer. Le pilote de l'escadron rouge ayant une valeur de pilotage de 4, c'est à son tour. Je révèle sa manœuvre, qui fait un virage léger à vitesse 1. Je récupère le gabarit de manœuvre et effectue le mouvement du vaisseau. La manœuvre étant verte, je retire le marqueur stress que le pilote avait accumulé lors d'un tour précédent. Je peux alors choisir une action. Ayant encore ma torpille à proton, je voudrais l'utiliser. Et pour cela, il me faut une acquisition de cible. Je vais alors effectuer l'action acquisition de cible. N'étant pas sûr de pouvoir tirer sur Night Beast, je choisis d'acquérir mon acquisition sur le pilote de l'académie. Pour cela, il faut simplement qu'il soit à portée de mon vaisseau, sans forcément être dans mon arc de tir. Le pilote de l'académie est bien à portée. Je récupère donc une paire de marqueurs d'acquisition. Je place le marqueur bleu à côté de mon vaisseau, et le marqueur rouge à côté du vaisseau ciblé. L'activation du X-Wing étant terminée, c'est à Night Beast d'agir. Je révèle sa manœuvre, qui fait un virage léger à vitesse 2. De plus, Night Beast a une capacité spéciale. Elle dit que, après avoir effectué une manœuvre verte, vous pouvez effectuer une action de concentration gratuite. N'étant pas stressé et ayant effectué une manœuvre verte, je peux gratuitement obtenir un marqueur concentration. En plus de cette action gratuite, je peux faire mon action normale. Les règles interdisant de faire 2 fois la même action, je choisis de faire une action d'esquive. La phase d'activation étant maintenant terminée, c'est la phase de combat qui débute. Night Beast ayant la valeur de pilotage la plus élevée, il est le premier à faire son action de combat. Je choisis de tirer sur le X-Wing, et je choisis de tirer avec mon arme principale n'ayant pas d'arme secondaire équipée. Et je vérifie la portée. Le X-Wing est à portée 1. La portée de tir peut donner des bonus à un joueur. Lorsqu'un tir se fait à portée 1, le joueur attaquant ajoute un dé à sa valeur d'attaque. Le chasseur taille a une valeur d'attaque de 2. J'ajoute le dé dû à la portée 1. Je peux donc lancer 3 dés d'attaque. J'obtiens une touche critique et une concentration. Je vais utiliser le marqueur de concentration pour transformer la phase concentration en une réussite, puis c'est à mon adversaire de lancer sa défense. Le X-Wing a une valeur d'agilité de 2. Je lancerai donc 2 dés pour me défendre.
Cependant, l'attaque passant au travers un astéroïde, j'ajoute un dé à ma défense, passant à 3. J'obtiens un blanc, une concentration et une esquive. N'ayant pas de jeton concentration, je ne peux pas transformer la phase concentration en une réussite. L'esquive obtenue me permet d'annuler un dégât. Cependant, les dégâts critiques sont toujours les derniers à être annulés. Le résultat de l'attaque est donc une touche critique qui passe. Le X-Wing ayant encore un bouclier, je le retire pour représenter le dégât qu'il a pris, ne tirant pas de carte dégâts. C'est maintenant au X-Wing d'attaquer. Je veux tirer sur le pilote de l'académie avec mon arme secondaire. Je vérifie la portée. Et le chasseur-taille est à portée 3. Je veux aussi utiliser la torpille à proton. Pour pouvoir effectuer cette attaque, il faut que je sois à portée 2 ou 3 de mon adversaire et que j'ai une acquisition de cible dessus. Ce qui est le cas actuellement. Je peux donc effectuer cette attaque. Mais je dois pour cela utiliser mon acquisition de cible. Je la retire donc. C'est une attaque qui permet de lancer 4 dés. N'en ayant que 3, j'en relancerai un en me souvenant du résultat du dé précédent. J'obtiens 2 touches et un blanc. Je vais relancer le blanc en guise de 4e dé. Et obtiens une concentration. La capacité de la torpille à proton est de transformer une concentration en un dégât critique. J'applique alors son effet tout de suite. Le résultat final est 2 touches et un critique. Le chasseur-taille va maintenant se défendre. Sa valeur d'agilité étant de 3, je récupère 3 dés. Mon attaque étant effectuée à portée 3, mon adversaire peut lancer un dé d'agilité supplémentaire. Cependant, les bonus de portée ne s'appliquent pas aux armes secondaires, telles que celles que je viens d'utiliser. Il ne lancera donc que 3 dés. J'obtiens 2 blancs et une esquive. Les touches critiques ne pouvant être esquivées qu'en dernier, je peux annuler une touche, laissant tout de même passer un dégât et un dégât critique. Le chasseur-taille n'a pas de bouclier. Il prend donc 2 cartes pour représenter les dégâts reçus. J'encaisse d'abord les dégâts classiques en tirant une carte, puis je prends le dégât critique en prenant une carte, mais cette fois face visible, en appliquant l'effet indiqué sur la carte. Celui-ci est un dommage structurel, réduisant la valeur d'agilité du vaisseau. Dorénavant, lorsque le pilote de l'académie se défendra, il ne lancera plus que 2 dés d'agilité. Cependant, pour une action, je pourrais lancer un dé d'attaque, et sur un résultat dégâts, je peux retourner cette carte face cachée. Mais en attendant, le dégât critique s'applique. Afin de se souvenir que ce vaisseau a un dégât critique permanent, je récupère le jeton dégâts critique et le mets à côté du vaisseau. L'attaque est maintenant terminée, je me défausse de la torpille à proton. Le pilote de l'académie va maintenant pouvoir tirer à son tour. Je vérifie s'il est à portée et dans son arc de tir. C'est bien le cas. Mais il est à portée 3. Je prends les 2 dés d'attaque du chasseur-taille et j'obtiens 2 touches. Le X-Wing pourra lancer 2 dés de défense plus 1 dû à la portée 3. J'obtiens 2 concentrations et une esquive. N'ayant pas de concentration, je ne peux annuler qu'une touche de mon adversaire. Le X-Wing n'ayant plus de bouclier, l'attaque passe sur la coque, me faisant tirer une carte. Tous les vaisseaux ont maintenant agi, clôturant ainsi la phase de combat. C'est maintenant la 4e et dernière phase, la phase de dénouement. Durant celle-ci, nous retirons tous les marqueurs d'action inutilisés. Night Beast ayant encore le marqueur d'évasion, je le retire. Cette règle ne s'applique pas aux acquisitions de cibles, qui resteront au fil du temps jusqu'à leur utilisation. Certaines capacités particulières peuvent aussi se résoudre durant la phase de dénouement. C'est donc le moment de les utiliser. Le tour de jeu étant terminé, nous reprenons à la première phase, la phase de préparation, où chaque joueur assignera à nouveau une roue de manœuvre à chacun de ses vaisseaux. Pour finir, sachez que le jeu a connu bon nombre d'extensions, dont certaines sont même encore à venir. C'est dans ces extensions que l'on trouve d'autres vaisseaux, tels que le Faucon Millennium ou le Wing chez les rebelles, ou encore le TIE Advanced pour l'Empire, celui-là même qu'a utilisé Vador pour défendre l'Étoile Noire. Mais ces extensions apportent aussi leur lot d'équipements, de pilotes et de nouvelles mécaniques de jeu. C'est aussi grâce à ces extensions que vous pourrez faire des escadrons d'une centaine de points, voire plus si vous désirez faire de grosses parties impliquant de nombreux vaisseaux. Vous avez maintenant toutes les informations nécessaires pour jouer à X-Wing, le jeu de figurines. Mais si jamais vous avez des questions à propos de ce jeu, n'hésitez pas à les poster en commentaire, je serai heureux d'y répondre. Et en attendant le prochain épisode, je vous souhaite bon jeu. À bientôt!